notre invité, c'est Éric Coquerel. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. On va commencer en parlant de cette élection qui a eu lieu hier. Éric Coquerel, la France Insoumise qui a donc perdu un siège à l'Assemblée nationale. C'est Renaissance qui a remporté la législative partielle dans l'Isère. Face à votre candidat, est-ce que la France Insoumise est devenue une machine à perdre pour la gauche? D'abord, il était, je vous rappelle aussi, sous les couleurs du NFP. Et il a largement été d'ailleurs soutenu par des candidats, des soutiens du NFP. Non, je crois qu'il y avait la marche était trop haute et pour trois raisons. La première, c'est que les partiels, si vous regardez, ne nous ont jamais souri. Dans le sens où l'abstention est toujours plus forte. Or, nous, ce qui nous donne de l'élan, c'est quand il y a une participation importante, y compris des secteurs qui s'abstiennent dans les élections intermédiaires. Donc là, c'était, on est passé, on a perdu, je crois, 40% de participants. Premier mois. Deuxième chose, il y a quand même eu un sursaut de mobilisation entre le premier et le deuxième tour. Oui, mais trop faible. Deuxième chose, il est évident que les déclarations de Glucksmann appelant à ne pas voter pour lui, ou même la censure, quelque part, c'est de nature plutôt à diviser l'électorat et pas à le mobiliser. Bon. Et puis troisième élément, là c'est très clair dans toutes les zones rurales, manifestement le RN a choisi de voter macroniste. Voilà. Donc c'est clairement un choix politique qui a été fait par le Rassemblement national. Donc si vous ajoutez ces trois points, ça fait. Mais vous pensez qu'un candidat, s'il avait eu l'étiquette socialiste ou écologiste, ça aurait été le même score? Ça aurait été pareil. C'est un cas particulier pour vous ou c'est le début d'une Non, c'est un cas particulier. Réellement. Je vous dis ça, je regarde réellement, objectivement, regardez depuis le début de notre histoire. Vous remarquerez que dès lors qu'il n'y a pas un enjeu national où les gens qui d'habitude s'abstiennent se disent bon là on va voter parce qu'on peut changer nationalement les choses, dès lors que c'est un enjeu plus restreint, c'est-à-dire un député en plus ou en moins, on a du mal à mobiliser. Et le contexte, pour les raisons que j'ai dit, n'était pas bon. Un dernier mot là-dessus, parce qu'il y a quand même eu des réactions d'anciens de la France Insoumise. Clémentine Autain qui parle d'une gauche qui perd ses boussoles avec des leaders davantage obsédés à détruire les partenaires de gauche qu'à défaire la Macronie. François Ruffin qui dit qu'il y a eu un vote repoussoir massif. Vous n'êtes pas d'accord ? Je pense que Clémentine parle de M. Glucksmann ou parle de ceux qui n'ont pas voté la censure. Enfin, en tout cas, je veux l'espérer. Elle parle pas de Jean-Luc Mélenchon pour vous? J'espère que non, parce que sinon, c'est mettre 100 balles de plus dans la machine de la division. Je pense pas que c'est ce qu'elle souhaite. Enfin, j'espère. Donc pour vous, il n'y a pas de conséquences nationales à tirer? Non. Stéphane, on continue à parler de la gauche. François Hollande, dans la tribune dimanche hier, a donné une interview dans laquelle il dit que les socialistes sont devenus le pôle central de l'Assemblée nationale depuis qu'ils ont refusé de voter la censure du gouvernement Bayrou. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Avec François Hollande, ils vont peut-être redevenir un des pôles, en tout cas, plutôt de la majorité macroniste. Enfin, de la majorité, en tout cas, de la coalition macroniste. C'est plutôt ça que je vois. Non, enfin, je veux dire, on voit, c'était intéressant cette interview parce que ça confirme ce qu'on pensait, c'est-à-dire que François Hollande, qui, on le sait, a fait le choix du NFP par opportunisme pour pouvoir être réélu, qui en réalité n'a jamais adhéré au programme de rupture que nous avons proposé, François Hollande, manifestement, est là pour en finir avec le NFP et puis est là pour finalement favoriser aussi une politique telle qu'il a lui-même suscité par son quinquennat et qu'il nous a donné avec M. Macron. Donc voilà, il continue son œuvre. Il a réussi ou pas quand vous dites qu'il est là pour en finir avec le NFP? J'espère que non. Alors, qui s'est passé la semaine dernière, ça signe l'arrêtement du NFP. Parce que je rappelle que l'exploit de François Hollande, c'est d'avoir amené le Parti socialiste à moins de 2% au présidentiel. C'est ça sa performance. Et encore une fois, nous avons donné M. Macron après un quinquennat où il n'a tenu aucun de ses engagements, etc. Donc j'espère qu'il ne va pas dupliquer de manière durable cette façon de faire, cette façon de ne pas tenir ses engagements. Mon ennemi, c'est la finance. Et on termine avec la loi El Khomri et autres, parce que c'est clair que ça fera la ruine du Parti socialiste, mais ça pourrait aussi nous affaiblir. Bon, pour l'instant, moi, ce que je constate, c'est qu'il assume, au moins pour les militants socialistes, la chose est claire. C'est celui qui n'était pas pour le NFP qui assume d'avoir été négocier avec M. Bayrou une espèce de double négociation et même d'avoir négocié les termes de la négociation qui n'étaient que des reculades par rapport à ce que mettait le Parti socialiste au départ. Je vous rappelle que le Parti socialiste au départ avait dit on ne votera pas la censure s'il n'y a pas de 49.3. M. Bayrou a dit il y aura 49.3. Après ils ont dit on ne votera pas la censure s'il n'y a pas d'abrogation de la réforme.
par prolongation de la réforme, il n'en était pas question. Après, ça a été suspension. Suspension, il n'était pas question. Et donc, on termine avec un conclave dont on sait qu'en réalité, c'est juste là pour... Mais pour vous, c'est pas le principe de la discussion et du compromis? Chacun fait un pas? Là, c'est pas du compromis, c'est une reculade. Et on ne vote pas la censure qui permet... Enfin, en tout cas, il ne vote pas la censure qui permet... à M. Macron, enfin M. Bayrou, de continuer à appliquer la politique de M. Macron. Donc ça fait beaucoup. On n'a pas été élus pour ça. Mais fort heureusement, il y a une séance de rattrapage début février avec le retour du budget à l'Assemblée. Bon, j'espère que d'ici là, les socialistes, ou suffisamment de socialistes, parce que moi je tiens à rendre hommage aux 8 socialistes qui ont voté avec nous, reviendront à la raison et nous permettront de censurer le gouvernement. On va revenir sur le budget, mais vous dites, vous, les socialistes ne sont plus des partenaires. Ils sont quoi, du coup, aujourd'hui? J'ai dit à ce stade, oui, ils ne sont plus des partenaires, ça c'est clair. Ils sont quoi? Écoutez, de toute façon, il suffit d'écouter la discussion, ce qu'a dit Monsieur Faure à l'Assemblée. C'était particulièrement dur. Non seulement il a suivi la censure, mais en plus il nous attaquait. Des partenaires, par exemple, je vous dis ce que sont des partenaires. Il dit, nous on est dans l'opposition, oui, nous on est la gauche qui avance. Non, là aujourd'hui... Moi, j'estime qu'à ce stade-là, ça peut changer. Vous avez compris que j'ai de l'espoir que ça change et que je veux les convaincre. Bon. Mais à ce stade, des gens qui ne votent pas une censure qui remplace le vote de confiance, puisqu'on n'a pas eu droit au vote de confiance, ça veut dire que de fait, vous êtes plutôt du côté d'une majorité sans participation plutôt que du côté de l'opposition. Voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, je reprends les termes même. Olivier Faure, il y a quelques semaines de ça, il y a une vidéo où il explique que si le Rassemblement national ne vote pas la censure, ça veut dire qu'ils seront dans la majorité. Bon, voilà, je lui renvoie l'appareil. Donc, est-ce que vous ne dites pas que c'est mieux que le gouvernement Bayrou discute avec le PS plutôt qu'avec le RN? Laissez-moi terminer. Juste, je vous réponds. À ce stade, c'est clair qu'ils ne sont plus partenaires. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un partenaire? Pas seulement un allié, parce qu'ils peuvent redevenir nos alliés, mais un partenaire. C'est le fait que, par exemple, quand ils décident d'aller discuter avec le gouvernement, ils proposent une rencontre, par exemple, des 3 autres formations du NFP pour en discuter. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Les seuls avec qui ils n'ont pas discuté, c'est nous. C'est quand même énorme. C'est-à-dire, les partenaires du NFP, ils ont assumé d'aller négocier après la censure avec un gouvernement macroniste qui manifestement préparait la même politique, sans même se dire, bon, tiens, on pourrait peut-être discuter. Je trouve pas ça comme... Mais est-ce que c'est pas parce que vous avez d'emblée refusé d'aller discuter avec le gouvernement Bayrou? Avant même qu'on ait refusé, ils ont accepté d'y aller, d'accord? Ça a été d'abord les réunions à l'Élysée, je vous le rappelle. Donc il n'y avait même pas de gouvernement. C'était les réunions avec l'Élysée, après les réunions avec M. Bayrou collectivement, et après individuellement. Il n'y a pas une seule fois où ils se sont tournés vers nous pour dire, tiens, on pourrait peut-être discuter de ce qu'on fait. Bon, donc, pour l'instant, à ce stade, je le répète, c'est clair qu'il y a une prise de distance qui a été faite. Mais comme mon objectif à moi, c'est la censure, moi je considère que voilà, ma priorité, c'est de convaincre suffisamment de socialistes, voire tout le groupe, je l'espère, de changer d'avis d'ici le censure. Et il y a une chose qui m'inquiète par rapport à ça. Censure, vous n'obtiendrez pas sans le Rassemblement national? Oui, d'accord, oui, bien sûr. On ne l'obtiendra pas sans que toute l'opposition vote. Sinon c'est le socle commun. Toute l'opposition, ça veut dire aussi l'essentiel du groupe socialiste, ou en tout cas au moins une vingtaine de députés, voire plus. À bon tiers. Bon. Donc on n'est pas loin. Moi, à mon avis, il y aura la censure. Mais il y a une chose qui m'inquiète dans la déclaration d'Olivier Faure ce week-end. C'est quand, dans un interview au Parisien, il explique qu'il va attendre le PLF, le PLFSS et un hypothétique 3e texte budgétaire qui, à mon avis, ne viendra pas et qui est, comme la suspension de la réforme des retraites, un hameçon pour accrocher le Parti socialiste, pour déterminer son choix. Eh bien, dans ces cas-là, je vais vous dire ce qui va se passer s'il fait ça. Le scénario, ça sera que, au moment où le gouvernement peut être censuré sur une ligne de gauche, il ne le sera pas. Et l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en 2025, pour la suite de l'année, ce gouvernement et M. Bayrou va s'appuyer sur d'autres groupes, notamment le RN, pour passer ce qu'annonce ce week-end M. Retailleau, c'est-à-dire suppression, ou en tout cas baisse de l'AME, plus diverses dispositions, puisque M. Retailleau a expliqué ce week-end que les Français de 2e et 3e génération d'origine immigrée, il y avait une régression ethnique. D'accord? Voilà pourquoi, voilà ce que va laisser vivre, le Parti socialiste, il ne vote pas la censure. Donc chacun est au courant de ce qui va se passer. Pour vous, la discussion avec le PS, ça n'empêchera pas la discussion avec le RN de la part de François Bayrou? Non, par la suite, non. Je pense qu'il y aura un changement. Je pense que le macronisme essaie de survivre. Voilà. Pour continuer à imposer sa politique économique, qui est de favoriser les ultra-riches, les grandes entreprises, faire une politique d'austérité, et que pour ça, tout est bon. Donc là, ils ont intelligemment, tactiquement, de manière maligne, choisi d'essayer de s'épauler sur le PS, et ils ont sorti M. Lombard, d'accord? Et puis vous verrez que la suite, ça sera avec M. Retailleau que ça s'écrira. Donc, je dis aux mes camarades sociaux, est-ce que vraiment c'est ce que vous voulez? Juste hier, Jean-Luc Mélenchon, il a dit que vous ne pourriez pas, vous, LFI, passer l'éponge sur la décision des socialistes. Qu'est-ce que vous allez faire, du coup?
Ah bah c'est clair que ça aura des conséquences. Bon, déjà, on va bien voir au moment de la motion de censure, mais vous comprendrez que si les socialistes ou si des socialistes ne votent pas la motion de censure, ça veut dire qu'ils ne respectent pas le programme et l'engagement sur lequel comprenez-moi, c'est pas le fait de demander le fait que Jean-Luc Mélenchon et France Insoumise dominent tout le NFP, c'est que nous respections notre programme. Donc si c'est pas le cas, comment voulez-vous qu'on ait confiance la prochaine fois? Mais vous attendez le budget. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura mesure de rétorsion dès ce vote-là. Je pense que là, non, j'ai pas dit ça. Je pense d'ailleurs même qu'il faudrait que nous rencontrions les socialistes pour mettre les points sur les i. Voilà, ça serait utile. Ça, c'est à l'ordre du jour ou pas? Je vous dis moi ce que je crois. Je pense qu'il faudrait qu'on rencontre les socialistes pour mettre les points sur les i là-dessus. Mais il est à ce stade, nous on l'a dit, on va attendre ce qui se passe au niveau du budget. Bon, si au grattage et au tirage, ils ne votent pas la motion de censure, vous comprendrez que là, à partir de là, on ne peut plus avoir confiance. Ça veut dire ça veut dire quoi? Ils seront repartis dans le hollandisme. Voilà. Bon, après, ça les regarde. Si ça les Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire des candidats face à eux dans toutes les municipalités où vous pouvez? Non, là, je vous parle déjà. Vous avez compris, je pense qu'il y aura des élections nationales avant. Bon, déjà, parlons des élections nationales. Les municipales, c'est clair. Les municipales, ça se passe sur une base de rupture, avec les alliés qui sont d'accord sur une base de rupture. Voilà. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ou ceux qui, aujourd'hui, gèrent des mairies sur une base qui n'a aucun rapport, c'est clair qu'ils auront des listes insoumises, et j'espère avec d'autres gens, notamment nos partenaires, qui, eux, le reste du NFP, c'est-à-dire les écologistes, les communistes dans le maximum d'endroits, et avec des citoyens, des listes citoyennes, et que nous pourrons permettre que des mairies, j'allais dire, appliquent le même type de programme NFP que ce que nous avons fait. Et pour vous, ce ne sera pas perdant-perdant pour la gauche? Mais ce qui est perdant-perdant pour la gauche, c'est diviser la gauche aujourd'hui. C'est pas nous qui divisons le NFP. C'est pas nous qui choisissons de laisser le macronisme vivre pendant 3 ans. Enfin, les conséquences pour nos concitoyens, elles sont extrêmement dures. Je prends un exemple. Là, j'ai plein de problèmes dans la circonscription sur la question du logement, des bailleurs sociaux qui augmentent les charges locatives de manière épouvantable. On le sait pourquoi. On sait que c'est parce qu'il y a eu beaucoup moins d'argent mis par l'État sur cette question. Bon, est-ce qu'on laisse faire ou est-ce qu'on ne laisse pas faire? Est-ce qu'on laisse 10 milliards de plus de baisse de dépenses publiques qui vont être dans le budget? On n'a pas encore parlé du budget. On va y venir, mais s'il y a des législatives anticipées avec 2 candidats de gauche dans les circonscriptions, vous pensez revenir avec un groupe LFI aussi important que celui que vous avez actuellement? Mais à mon avis, écoutez-moi, s'il y a des législatives anticipées et que ce n'est pas avec les socialistes parce qu'ils n'ont pas voté la censure, je ne pense pas que leur score nous désavantagera au premier tour. François Hollande, juste un mot, je voudrais vous faire réagir, parce qu'il dit ce matin sur RTL qu'il y aura, pour la présidentielle, il y aura 2 candidats de gauche. Comment vous réagissez à ça? Je réagis. Tout le monde sait que François Hollande ne pense qu'à ça, à se représenter. Voilà. Et Jean-Luc Mélenchon, non? Non. C'est-à-dire que, non, Jean-Luc Mélenchon, hier, il était pas dans votre studio, mais enfin, il était avec vous pour réexpliquer que ce n'était pas forcément lui. Moi, je pense que c'est le bon candidat l'an prochain s'il y a les présidentielles anticipées. Mais lui pense que ce n'est pas forcément lui. Par contre, oui, il y aura un candidat qui représentera, je l'espère, tout le NFP. Voilà, c'est-à-dire qui est défini par un programme. On verra ce que font nos amis socialistes, nos amis écologistes, nos amis communistes. On verra bien. Mais pour l'instant, c'est notre ambition. Et là-dedans, il est évident que France Insoumise, j'allais dire, a le poids pour représenter et pour présenter ce candidat. Voilà ce que nous avancerons. Bon, François Hollande, que je sache, il n'est même pas majoritaire dans le Parti socialiste, mais manifestement, c'est ça son obsession, et il est prêt pour ça à diviser le NFP, à laisser vivre le macronisme. Ça fait quand même beaucoup comme problème. Question. En fait, le Parti socialiste, au lendemain du rejet de la motion de censure, la semaine dernière, a fait un grand communiqué en expliquant qu'il y avait tout un tas de mesures, en fait, qu'il y avait des concessions qui avaient été faites au Parti socialiste par le Premier ministre dans le cadre des discussions sur les retraites, sur les suppressions de postes dans l'enseignement, sur le maintien du remboursement des médicaments, etc. Est-ce que ça correspond à une réalité, ou est-ce qu'à votre avis, le Parti socialiste se berce d'illusions par rapport à ce qui va sortir? J'ai même cru comprendre que la lettre de François Bayrou écrite, qui a permis le fait qu'il n'y ait pas la censure, ou le prétexte, a même été coécrite quasiment avec François Hollande ou avec des socialistes. Non, regardons bien concrètement ce qu'il y a dessus. Il n'y a pas de changement de recette. Moi, je l'avais dit depuis longtemps, il y a un effet d'entonnoir, il n'y aura pas de nouvelles recettes. Donc, laisser penser qu'il y aura un taxe sur les patrimoines, c'était que du vent. C'est confirmé, il n'y aura pas de différence. Et il y a 10 milliards de baisse de dépenses. Alors, il y a 2 mesures. Il y en a une, c'est 4000 postes d'enseignement, non pas créés, mais qui ne seraient pas supprimés. Mais encore faudra-t-il le vérifier, parce que dans le même temps, ils ont annulé, enfin en tout cas, ils ont reporté 12 milliards de reports de crédits qui impactent beaucoup le ministère de l'Éducation. Donc je tiens à voir, je me demande si la suppression de contractuels ne va pas permettre justement qu'il n'y ait pas cette suppression de postes. Mais admettons, ça vaut 150 millions d'euros.
Bon, ajoutons les 3 jours de carence. C'est 289 millions d'euros. Et pour la petite histoire, par exemple, je donne un exemple. Il y a eu un amendement au Sénat qui a été voté, là, qui vient d'être voté, qui fait que les indemnités des fonctionnaires en cas de maladie vont baisser. Le coût, c'est 989 millions de baisse de dépenses publiques. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'ils vont, en échange de 2 mesures, ils vont mettre des amendements au Sénat qui vont supprimer, là, dans les jours à venir, et ça commence, 5 milliards de baisse de dépenses publiques sur les ministères, puisqu'il y en a 5 autres qui vont être sur les collectivités et la sécurité sociale. Donc ce n'est qu'un budget Barnier en pire, je le confirme. Quant aux retraites, on voit bien que ce conclave ne donnera rien. Ou alors il donnera pire que la réforme Borne. Pourquoi ? Parce que on demande un accord politique global. Chacun comprend qu'entre la retraite et capitalisation du MEDEF et la CGT, il n'y aura pas d'accord global. Et ce dont menace M. Bayrou, c'est de prendre certaines discussions partielles entre partenaires, par exemple la retraite à points, qui est la destruction de la retraite de participation, et là, il pourrait la soumettre au vote. Donc je le dis, ce conclave ne donnera que soit la réforme Borne, et qui n'abroge pas la réforme des retraites, soit une réforme retraite en pire. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un accord qui est léonin, en faveur du macronisme. Mais si les partenaires sociaux arrivaient à se mettre d'accord quand même, sans toucher par exemple à l'âge de départ à 64 ans, mais si les partenaires sociaux arrivaient à se mettre d'accord sur une réforme de la réforme des retraites, qu'est-ce que vous feriez ? Et si je vous mets parier en bouteille, voilà. Non, mais si par exemple ils se mettent d'accord sur une durée de cotisation. C'est impossible. Et je vais vous expliquer pourquoi. En plus pour vous, c'est pas possible de ça ? Non, je vais vous expliquer. Non. Voilà, ils le feront pas. Voilà, je vous le dis. Le MEDEF a dit qu'ils étaient totalement opposés à ça. Vous avez raison, c'est bien ce que vous dites. Il y a une solution. Par exemple, vous augmentez de 0,15 points les cotisations pendant 7 ans. Pas beaucoup, 0,15 points. Hein, vous augmentez pendant 7 ans. Vous pouvez ne pas reculer l'âge de la retraite de 64 ans. Mais ce n'est pas ce qu'ils feront, le MEDEF l'a déjà dit. Et en plus de ça, il y a quelque chose que M. Bayrou a placé habilement mardi dernier. C'est cette histoire, non pas de déficit à 6 milliards du corps, qui était ce jusqu'alors sur lequel se basait le gouvernement pour ses réformes de retraite, 55 mais milliards. 55 milliards. Ça veut dire, et comme dans sa lettre, il explique qu'il faudra un équilibre financier, si c'est ce chiffre, ou en tout cas un chiffre approchant qui sort de la mission Flash, vous voyez bien que l'enjeu n'est plus le même. Donc il ne pourra pas y avoir accord. C'est-à-dire pour vous, il n'y aura pas de sincérité dans le rapport de la Cour des comptes dans la mission Flash ? Je ne dis pas ça. Je dis qu'à un moment donné, il peut y avoir quand même un biais idéologique qui est différent et que le chiffre annoncé pourra être supérieur, vous allez voir, à 6 milliards d'euros. Voilà ce que je crois. Tout ça parce que c'est le travail que s'apprête à M. Bayrou. M. Bayrou, soit il veut poursuivre la réforme Borne, soit réintroduire la réforme que M. Philippe avait essayé d'imposer et n'y était pas arrivé sur la réforme à points. C'est un de ces deux objectifs. Et dans les deux cas, c'est pire que la situation actuelle. Donc je ne vois pas ce qu'on a à gagner. Je ne vois pas ce que le Parti socialiste peut penser que le NFP gagne dans cette histoire, parce que ce n'est pas notre programme. Catherine Vautrin a dit que la censure a coûté 12 milliards. Est-ce que vous l'assumez ? Alors là, je ne comprends pas comment elle peut dire ça. Alors, ils nous disent que ça va coûter 12 milliards, mais d'un autre côté, Amélie de Montchalin explique que le premier trimestre, sous la loi spéciale, c'est la loi qui remet le budget 2024 à la place du budget 2005, l'État économise 2,5 milliards. Madame Montchalin m'explique que, du fait de la loi spéciale, ça elle aurait pu ne pas le faire, je le crois, mais elle a décidé. Pour l'instant, elle gelait 12 milliards de report de crédit. Alors, il faut savoir, ça rapporte ou ça baisse ? Je n'ai pas vu la couleur de ces 12 milliards, à moins que Madame Vautrin mette l'effet des mauvais résultats économiques mettre la censure comme explication. Mais vous lui demandez de venir vous les détailler, vous, président de la Commission des Finances. Absolument. Vous dites, nous, on veut de la précision là-dessus. Je le dis à travers votre antenne ce matin, je veux des détails. Parce que moi, je n'y crois pas. Voilà. Je crois que c'est la même chose que les cartes vitales de Mme Borne qui ne devaient plus fonctionner s'il y avait la censure. Est-ce que vous pensez qu'à l'issue des débats au Sénat, la commission mixte paritaire peut être conclusive ? Oui, c'est possible. Elle a été pour le PLFSS. La majorité est sauf une exception, c'est un peu compliqué, mais ça tourne. Et il y a une fois où le NFP peut être, en tout cas au moins à égalité. Mais si ce n'est pas le cas, elle sera conclusive. Donc le texte va revenir début février à l'Assemblée nationale. Et là, j'ose espérer quand même que toute l'opposition, en tout cas telle qu'elle s'était déclarée, ne sera pas d'accord pour voter ce texte. Sinon, ça serait quand même un séisme. Si le PS, par exemple, s'abstenait, ça serait un séisme. Ça serait encore, je vais dire. Et puis après, il y aura un 49.3 et la motion de censure. Et là, il y aura l'heure de vérité. Mais je pense que ce gouvernement tombera. Voilà, je crois que ce gouvernement tombera. Je peux même vous dire que ce gouvernement tombera. À quelle échéance ? Début février.
Vous êtes assez pessimiste sur un projet de loi de finances rectificative, il n'y en aura pas? Ah non, mais ils me l'ont dit. Bon. Ah, ils m'ont dit, la seule chose qui laisse peut-être, c'est peut-être que pour toujours cette fameuse taxe sur le patrimoine qui remplacerait la taxe sur les revenus, qui mettrait une loi spécifique après, fiscale, ils en ont le droit. Mais moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est un leurre qui sera agité, simplement parce que quand ils ont dit ça, dans le socle commun de M. Bayrou, il y en a certains qui ont dit hors de question. Donc vous verrez qu'ils auront tous les prétextes. Il n'y aura pas de taxation des hauts patrimoines cette année? Non. Non, je pense que c'est un leurre. Par contre, si ça a permis qu'il n'y a pas la censure, bah vous comprenez que ça a permis à ce gouvernement de continuer à vivre pendant un an. Et puis après, avec les lois dont j'ai parlé sur l'immigration, M. Retailleau, qui va nous en faire toute une tartine sur la question sécuritaire, autoritaire, discriminatoire. Est-ce que s'il y a des discussions à Bercy, vous retournerez discuter avec Éric Lombard? Bah, ça dépend de quoi on parle. Nous, on n'a jamais refusé. Enfin, moi, de toute façon, en tant que président de la commission des finances, si Bercy me demande de venir, j'y vais. Et de même, le ministre vient à ma commission si je lui demande de venir. Mais là, je parle de LFI. Si le gouvernement continue à vivre, on a toujours accepté d'aller voir le gouvernement. Mais pas pour négocier je ne sais quel accord. Mais ça, c'est la vie démocratique. Vous approuvez le nouvel objectif de 5,4% d'ici la fin de l'année? Je pense qu'il ne sera pas tenu. Il ne sera pas tenu parce que déjà, une chose, l'INSEE dit à mi-mot, on a l'autre jour auditionné M. Tavernier dans le cadre de la commission d'enquête, c'est que dit à mi-mot que les 0,9% de croissance annoncés sont très optimistes. Donc rien que ça, si ça baisse, c'est moins de recettes. Voilà, donc rien que pour cette raison, je n'y crois pas. Stéphane, deux dernières questions. Un mot sur l'actualité du jour, l'investiture de Donald Trump aux États-Unis. Quel impact aura cette nouvelle présidence sur l'Europe en général et sur la France en particulier? Très importante. Alors sur les États-Unis, j'en parle même pas avec les lois anti-immigration qu'ils s'apprêtent à faire de manière presque militariste, et puis avec les dangers, à mon avis, pour la démocratie américaine. Mais sinon, sa politique protectionniste, ultra-protectionniste, offensive, va évidemment avoir un impact, et je ne parle pas de sa politique extérieure. Donc c'est clair. Je veux dire, ça va obliger, quelque part, très certainement, la France, voire l'Europe, à arrêter avec cette idéologie du libre-échange qui nous met complètement à la remorque des autres économies. Ça veut dire qu'on va rentrer dans une guerre commerciale avec les États-Unis. Mais les Américains sont déjà en guerre commerciale. Ouais, mais ça peut être pire encore, en fait. Oui, oui, mais je veux dire... Il n'y a que nous qui ne sommes pas, enfin, guerre commerciale, j'aime pas ce terme, mais il n'y a que nous qui sommes naïvement dans une situation où on a un libre-échange généralisé. Alors, à l'intérieur de l'Europe, qui crée le dumping social qu'on connaît entre les États, mais en plus vis-à-vis du reste du monde, sur des normes écologiques et sociales complètement déficitaires. Déjà, il faudrait peut-être qu'on arrête avec l'histoire du Mercosur, définitivement, qu'on arrête de continuer à discuter. Bon, qu'on ne laisse pas Madame Leiden dire que ça va être voté. Mais vis-à-vis des États-Unis, oui, ça va nous obliger à réfléchir à des mesures de protection évidentes. Il y a longtemps qu'on aurait dû le faire. Une dernière question, Stéphane? Sur la trêve entre Israël et le Hamas, est-ce que cette trêve peut tenir? Oui. Et si oui, question subsidiaire, est-ce que la France doit contribuer à la reconstruction de Gaza? Les deux, oui. Je pense qu'elle va tenir parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on disait depuis longtemps. Le jour où les Américains allaient décider que il y aurait une trêve, la trêve aurait lieu. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Donc si trêve il y a, on peut passer à la reconstruction de Gaza. Alors, il y a deux choses auxquelles il faut passer. Déjà, l'aide humanitaire, qu'elle puisse rentrer dans Gaza. Deuxièmement, une reconstruction. 66% de Gaza est détruit. Donc, il faut qu'on mette l'argent pour reconstruire Gaza. Et puis, troisièmement, le versant politique. Il faut qu'on appuie pour la reconnaissance d'un État palestinien et que la France le fasse de manière unilatérale si nécessaire. Voilà, c'est les bases. Et puis aussi qu'on commence aussi à redéployer, avoir une autre politique vis-à-vis d'Israël, parce que ce n'est pas admissible qu'Israël envahisse le Liban, aille en Syrie. Je veux dire que là-dessus, il faut qu'on mette les points sur les i. On enfreint le droit international, et donc à partir de là, il ne faut pas s'étonner qu'après, M. Trump se croit liberté de dire qu'il va annexer le Groenland ou le Panama. Voilà. Donc je crois que ça sert pour tout le monde. Merci, Éric Coquerel.